il n'y a pas d'attendu d'auteur absolument incontournable que l'on s'attendrait à voir traité à l'intérieur d'une dissertation. Est-ce que les auteurs contemporains sont les plus à même ? Je ne pense pas. Salut Frédéric. Salut Pierre-Alexis. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Bon, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de cette web-série qui s'appelle Refaire le monde avec Frédéric Bretéché. Pour commencer peut-être, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors donc je suis Frédéric Bretéché, je suis professeur de culture générale à Nantes, au lycée externe à Chavagne. Je suis également responsable développement académique à la faculté d'Audencia. Et puis accessoirement parlant, je participe au jury HEC-EM Lyon. Ok, donc tu es en plein dans l'épreuve du monde, le thème de cette année, un thème hyper intéressant. Et j'avais une première question à te poser concernant ce thème-là. Pourquoi avoir choisi le thème du monde plutôt que le thème de l'univers ou le cosmos ou la planète Terre ? Alors, je crois qu'il faut faire un pas en arrière et bien comprendre que le choix qui a été fait du monde est un choix intéressant parce que le mot, même s'il apparaît simple, est en réalité extrêmement complexe. C'est un peu l'esprit qui va être demandé d'adopter aux étudiants, c'est-à-dire devant la simplicité apparente des choses, regarder la complexité réelle de ce qui se présente à eux. Et de fait, le monde peut être plus que l'univers, qui pourtant est un mot qui en philosophie est assez proche du monde. Le mot univers et le mot monde en philosophie sont souvent très, très proches. Mais le mot monde, si l'on est en culture générale, parce que précisément on n'est pas en philosophie, on est en culture générale, va englober peut-être davantage d'aspects. Et le fait que cette notion ait été choisie répond à la complexité attendue de l'épreuve. Justement, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans ce terme du monde, c'est un terme qu'on utilise quotidiennement et qui pour autant apparaît assez complexe. Et justement, c'est peut-être la pluralité des sens du mot monde qui donne tout son sens à ce thème. Est-ce que tu pourrais conseiller les candidats, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui appréhendent un peu la définition des termes du sujet, qui cherchent à avoir une seule définition, qui vont pouvoir calquer sur toutes les dissertations. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu as des conseils à leur donner ? Le premier conseil que j'ai à leur donner, c'est de véritablement rester dans la complexité de la notion. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est complexe, c'est ce qui résiste à la compréhension première. Et puis, si on part sur une définition un peu plus, pascalienne, dans le sens de Pascal, dans ses pensées, notamment la pensée 199, il y a cette idée que ce qui est complexe, c'est que c'est ce qui est impossible à connaître totalement, uniquement par les parties, mais sans connaître le tout. Et donc, avec cette idée qu'on ne peut pas non plus connaître le tout sans bien connaître les parties. Donc il y a cette idée que dans le monde, il y a des parties à connaître et ne pas se focaliser sur une seule chose, mais véritablement prendre plusieurs parties et puis ensuite recomposer l'ensemble. Ce qui finalement est assez proche de ce que doit être une dissertation. Quand on y réfléchit, je trouve que le monde est vraiment parfaitement adapté à la dissertation. C'est-à-dire que la dissertation peut ressembler à une collection de plusieurs parties que l'on a regardées, plusieurs aspects, plusieurs prismes, plusieurs optiques, mais que le monde étant l'organisation point de vue quasiment étymologique, quand on passe par le mot cosmos, chez les Grecs, eh bien, la dissertation doit réorganiser l'ensemble de ces parties éparses. Et donc, ça va véritablement être quelque chose qu'il va falloir faire, d'où la nécessité de ne pas se focaliser sur une définition première, immédiate, qui n'aurait aucun sens, et ça vaut pour tous les sujets, pour celui-ci, pour ceux qui précèdent, évidemment, on ne peut pas commencer par une définition liminaire, sans quoi on arrête tout, quoi. Enfin, ça ne sert à rien d'aller disserter plus loin. Exactement, toujours définir en fonction de la spécificité du sujet, toujours. C'est le petit terme qui donne justement tout son sens au mot monde. Ah, oui. Et quoi de mieux que le monde pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc c'est un super thème, ça c'est sûr. Et on a aussi des interrogations, parce que l'histoire du monde, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, c'est-à-dire comprendre comment on en est arrivé au monde aujourd'hui, c'est très intéressant, mais il y a aussi des interrogations sur est-ce qu'il faut connaître par cœur l'évolution du monde ou l'histoire du monde, c'est-à-dire comment on est passé d'un monde anthropocentrique à héliocentrique. Est-ce que finalement on n'a pas peur de tomber un peu dans un exposé avec cette approche-là ? C'est toujours le risque. On ne peut pas faire l'économie d'apprendre des choses comme une espèce de toile de fond. Bon. Donc que cette toile de fond soit là, comme pour n'importe quel tableau, il faut en général une toile de fond pour donner une espèce de profondeur à l'ensemble. Seulement se focaliser sur cette toile de fond en oubliant le sujet, si je puis dire, qui doit apparaître en relief,
on risque de s'égarer et finalement ne faire, comme tu le disais, qu'un exposé. Or, une dissertation, c'est tout sauf un exposé. Une dissertation doit mettre en tension le sujet par rapport à d'autres éléments, créer un phénomène d'écho, de lien permanent. Et d'ailleurs, les liens ne sont jamais fixes, puisqu'une dissertation, c'est une pensée en mouvement. C'est la raison pour laquelle on avance en général par hypothèse et jamais par affirmation définitive. Donc, bien entendu, il ne faut pas se cantonner à une espèce de récitation de connaissances d'un point de vue historique. Encore une fois, il ne faut pas se tromper d'exercice. Je ne dis pas qu'en dissertation, par exemple, de géopolitique ou de SH, il s'agisse de réciter quelque chose et en faire un exposé, parce qu'il s'agit bien de dissertation également. Mais enfin, le grand danger, et là, on en est parfaitement tous conscients, je crois, en culture générale, le grand danger serait précisément de transformer la dissertation de culture générale en une espèce de récitation historique, avec peu ou prou une problématique qui fasse prétexte, mais qui ne soit pas traitée. Le but n'est pas là. Que l'histoire serve d'appui, fort bien, c'est même absolument nécessaire. Enfin, toute pensée est fille d'une histoire, mais une pensée n'est grande que précisément si elle sort du lit de ce fleuve qu'est l'histoire. Donc le but est de là, c'est de faire sortir. Transition en plus toute trouvée. Beaucoup d'élèves finalement substituent un peu la culture générale au profit de la géopolitique et de l'ESH parce que le thème du monde apparaît un peu comme un thème presque traître, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer pouvoir le traiter avec nos connaissances de géopolitique ou de SH. Est-ce que finalement on ne va pas valoriser les copies qui respectent vraiment le thème de la dissertation, c'est-à-dire de culture générale avec de la philosophie, de la littérature, plus que de la géopolitique ou de l'ESH? C'est pas qu'on va plutôt favoriser, c'est que c'est l'attente première. C'est-à-dire que évidemment, par exemple l'AGG, histoire et géopolitique, mais enfin, géographie et géopolitique. On oublie la fin du monde contemporain. Il s'agit bien du monde, et ça, personne n'en doute. Néanmoins, il y a une épreuve spécifique à cela, qui s'appelle l'AGG, par exemple. Et pour le SH, c'est exactement la même chose avec la dimension historique. Le caractère propre de la dissertation de culture générale est de faire fructifier toutes ces connaissances au profit d'une réflexion qui prenne de la distance, une distance critique et une distance qui mêle la pensée philosophique, la pensée littéraire, la pensée artistique, et au-delà qui mêle l'ensemble. Donc il y a cette attente-là véritablement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur vis-à-vis du monde. C'est sûr, et l'objectif, comme on l'a dit, de la dissertation de culture générale, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit. Ça tombe bien. Et est-ce que finalement les auteurs contemporains ne sont pas les plus intéressants pour comprendre le monde dans lequel on vit aussi? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des auteurs contemporains ou est-ce qu'on doit rester sur des auteurs plutôt classiques? Alors, est-ce que les auteurs contemporains sont les plus à même? Je ne pense pas. Alors là, ça fait vraiment faire une espèce de provocation à ma formation de lettres classiques. Moi, je baigne chez les anciens depuis très très longtemps, et je trouve que les anciens ont beaucoup à nous apprendre, précisément. Moi, je suis toujours fasciné de voir comment des auteurs anciens, qu'ils soient des auteurs de littérature ou des philosophes, sont là pour nous dire des choses, aujourd'hui encore, mais plus qu'encore, sont là pour réactiver, pour donner de la profondeur à notre réflexion actuelle. Alors évidemment, il faut embrasser toutes les périodes, et c'est le but assez jouissif, je trouve, de cette dissertation de culture générale, c'est de venir faire se confronter des auteurs qui, à des siècles d'écart, peuvent toujours dialoguer. Et ça va être le génie d'une copie, le génie d'une étudiante ou d'un étudiant, que de savoir convoquer des époques différentes, parce que l'intelligence n'a pas d'âge, et que le principe de l'intelligence au sens étymologique du terme, c'est de faire entrer en cohérence les logoi. Donc ce sont ces discours, peu importe le lieu, peu importe l'époque, qui sont capables d'entrer en communication en une espèce de coïncidence. Parce que l'un des mots-clés, me semble-t-il, pour le thème du monde, c'est précisément la coïncidence. Et donc, il s'agit de faire coïncider dans une dissertation ces différentes voix, ces différentes œuvres, et d'en tirer quelque chose qui nous appartienne en propre. Et de tisser des liens, c'est hyper important. Et notamment par rapport à des matières comme le SH ou l'AGG, est-ce qu'il y a vraiment des auteurs
indispensable pour le thème du monde, ou justement est-ce que on ne pourrait pas utiliser les auteurs qui nous correspondent le plus finalement à notre pensée, à notre façon de réfléchir aussi sur ce thème? En fait, les deux propositions sont liées. Un auteur indispensable, c'est un auteur qui va nous permettre de faire sens pour nous. Il n'y a pas d'attendu, je le répète vraiment, hein, il n'y a pas d'attendu d'auteur absolument incontournable que l'on s'attendrait à voir traité à l'intérieur d'une dissertation. Le piège d'ailleurs de cela serait que toutes les dissertations fassent référence exactement aux mêmes auteurs et que l'on ait, sans grande originalité, le plus souvent, il faut être honnête, une forme de récitation de ce que l'on a appris sur ces 10 auteurs. Donc c'est 10 auteurs, hein, et pas les 10 auteurs. Mais c'est bien sûr qu'il y a des auteurs qui vont être traités par beaucoup de collègues. Ça va de soi, parce que ce sont des espèces de fondements de la pensée. C'est très difficile de passer à côté d'un Platon, d'un Aristote ou d'un Schopenhauer, pour ne prendre que cela, évidemment. Néanmoins, ne fonctionner que là-dessus expose n'importe quel candidat à une espèce finalement d'attendu qui n'était pas attendu par le jury, mais d'attendu de dissertation qui ne le démarque en rien des autres candidats. On est bien dans un concours et pas dans un examen. Il s'agit de se distinguer. Donc, pas d'attendu. En revanche, ce qui est attendu véritablement des candidats, c'est qu'ils puissent se saisir de références véritablement classiques, oui, mais peut-être les hybrider avec des textes, des œuvres, parce qu'il n'y a pas que des textes, il y a également potentiellement des tableaux ou des films qui puissent faire sens. D'où la nécessité, quand on argumente, de faire appel à ce qu'on appelle des illustrations majeures et mineures, et de les faire dialoguer véritablement. C'est ça qui est attendu. Oui, à juste titre, et c'est tout l'intérêt de la dissertation, justement. Et en parlant de ce thème du monde, qui est un thème qui apparaît très très large, est-ce que tu as des dimensions qui te semblent clés vraiment sur ce thème, des premiers aspects qui te semblent vraiment fondamentaux? Ces aspects sont, sont vraiment multiples. Et c'est ce qui va faire l'originalité d'une copie. Une copie, évidemment, de culture générale doit s'appuyer d'abord sur les deux jambes qui la constituent. Alors, je n'aime pas je l'ai suffisamment répété, le nouvel intitulé de notre discipline, littérature et philosophie, lettres et philosophie d'ailleurs, j'ai même du mal à m'approprier la formulation, lettres et philosophie. Et pourtant, force est de constater que dans la constitution des équipes pédagogiques en général, et puis de la formation de chacun des deux enseignants, quand il y en a deux, c'est bien lettres et philosophie. Et c'est ce qui fait le fondement de cela. Mais ça ne couvre pas l'intégralité du champ, en fait, que l'on explore. Donc, qu'une copie, par exemple, fasse appel peut-être davantage à une approche scientifique. Mais pourquoi pas ? Il y a beaucoup à aller chercher du côté de l'astrophysique. Les astrophysiciens ont des choses à nous dire. Tout à l'heure, pour ne rien trahir, nous discutions un peu d'un auteur, des astrophysiciens, et je trouve qu'il y a, sur certaines théories d'astrophysique, sur le monde fini ou infini, sur le monde chiffonné, pour reprendre une thèse qui est celle de Luminet, il y a des choses très très intéressantes à aller creuser. Et c'est très parlant, je trouve, cette idée du monde chiffonné, et que ce monde chiffonné nous renvoie à des espèces de prismes, peut faire ensuite écho, peut-être à de la peinture, peut-être à la psychologie, peut-être qu'on peut aller du côté de chez Freud, dans les plis de la conscience ou les plis de l'inconscient se trouve peut-être tout un monde. On peut faire appel évidemment au théâtre et à ces jeux d'illusions, de phénomènes d'écho. Donc on a beaucoup à aller chercher, et que le fil directeur soit un fil directeur scientifique, mais pourquoi pas ? On est ouvert absolument à tout, du moment que ce soit, encore une fois, intelligent et intelligible, pour reprendre toujours la même articulation. Oui, c'est pour ça qu'il faut justement ne pas se priver de références un peu originales, que ce soit cinématographiques, peinturales, ou autres références même scientifiques ou c'est ça, parce qu'en fait, chaque axe d'entrée va offrir une proposition
que cette proposition n'est jamais exclusive, et d'ailleurs que cette proposition peut elle-même être creusée dans le champ qui l'a ouvert, mais qu'elle permet toujours de parler à d'autres. C'est vrai que quand on entre dans le monde d'un point de vue scientifique, alors évidemment, on est dans la notion de l'univers, on questionne le tout, est-ce que le monde est un tout? Alors c'est vrai que chez les Grecs, ça n'est pas cela du tout. Il y a le tout, c'est le pan, topan, et puis le monde, c'est plutôt le cosmos, c'est-à-dire c'est cette espèce d'organisation, et que le monde est une partie du tout. Donc ça ouvre sur une réflexion qui est proprement philosophique, que l'on peut aller chercher chez Platon par exemple. Donc ça et ça ouvre également sur les mathématiques. Si le monde c'est l'ensemble des choses réelles qui nous sont accessibles ou expérimentables par notre connaissance, notre expérience ou nos projections intellectuelles, les mathématiques sont à interroger, évidemment. Il y a le monde réel, les nombres réels, et puis les irréels. Ça veut dire quoi en mathématiques? Si le monde s'écrit en mathématiques, pour reprendre la proposition de Galilée, eh bien, il y a des réels et de l'irréel. Donc, c'est une approche évidemment intéressante. Et si c'est de l'irréel, ça peut faire écho à la littérature, ça peut faire écho également à l'art, à l'idée de la représentation, évidemment, puisque la représentation, ça n'est jamais la réalité, mais c'est une réflexion au sens presque optique des choses sur la réalité. Ça fait appel à la phénoménologie, ça fait appel également à la sphère religieuse. Donc, finalement, tout peut très bien se trouver confronté, et c'est cette idée de confrontation pour créer, je reprends le terme que j'évoquais tout à l'heure, de coïncidence, qui est le propre de la dissertation. Bien sûr, pour revenir sur la notion de monde réel que tu as employée juste avant, on voit souvent qu'il y a un peu un clivage entre monde réel et un monde qu'on considère un peu comme propre à soi ou propre à la société dans laquelle on évolue, propre à nos biais personnels, cognitifs, émotionnels. Est-ce que finalement il y a une réelle tension dans ce thème à travers un peu un monde comme rapport à soi et comme rapport à un monde extérieur réel, objectivable? Évidemment qu'il y a une tension. Il y a une tension, mais cette tension n'est pas une exclusion. Puisque nous sommes, entre guillemets, à la croisée des mondes. On est à la croisée des mondes parce que cette tension, nous la vivons en nous. On peut évidemment, même dans le langage quotidien, l'expérimenter quand on dit de quelqu'un qu'il est dans son monde, et pour autant il est dans le monde. Mais ça veut dire qu'il est un peu ailleurs, il est ailleurs et pourtant il est là. Et ça demeure quelqu'un que l'on continue de voir. Donc cette tension, elle existe en chacun de nous. Chaque étudiant l'aura vécu une fois, deux fois, plusieurs fois, régulièrement en cours. On est là. On n'est pas là. Ou alors on est complètement immergé et on se laisse porter par un cours, ou alors on a du mal ce jour-là, ce matin-là. Après un jeudi d'avant les vacances, par exemple, on a du mal à véritablement se connecter à ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a vécu autre chose dans un monde un peu parallèle, par exemple du soir. Le monde du soir, c'est un autre monde. Et pourtant, c'est le monde. Donc oui, la tension, elle est là tout le temps. Je suis ou je ne suis pas, comme dirait l'élève Hamlet. Exactement. Et si on confronte justement un peu cet ensemble de mondes propres, finalement, chacun est un peu dans son monde, puisqu'on est tous un peu bloqués dans notre conscience de soi, conscience réflexive. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une influence que peut avoir autrui sur notre représentation du monde, sur notre façon de concevoir le monde, ou même de la société? Évidemment. Évidemment, mais parce que Aristote l'évoque dans sa physique en s'interrogeant sur le dans. Dans le monde, on est dans le monde, oui, on est dans le monde, mais le monde est en nous également. Donc le dans, c'est ce lieu d'interface en réalité, et nous sommes des interfaces, où nous avons un monde intérieur, mais qui ne naît pas ex nihilo, qui est issu du monde dans lequel on est, mais duquel on tente parfois de s'extraire. On tente parce qu'on le veut, ou tout simplement parce que ça s'impose à nous. Enfin voilà, on rentre dans son monde. Donc oui, bien entendu, nous sommes à la frontière de tout cela. La frontière, c'est vraiment quelque chose de très très important. Nous sommes des frontières en réalité, et c'est absolument
essentiel de le considérer. Il y a de part et d'autre de la frontière des choses différentes. Il suffit d'aller encore une fois chez Pascal pour s'en rendre compte. Oui, du coup, d'où l'intérêt de ce thème-là, avec cette multitude d'interprétations possibles de ce terme. Oui. Et on voit toute la dimension et toute la profondeur de ce mot. Pour revenir là-dessus, il y a une nouvelle épreuve qui est apparue cette année qui suscite quelques interrogations au niveau des ECT. C'est une épreuve de culture générale Audencia. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être pour rassurer les étudiants ECT qui se posent des questions au sujet de cette épreuve? Mais, très très honnêtement, cette épreuve qui a été décidée par la BCE visait d'abord les ECT, c'est-à-dire s'adressait principalement aux ECT, et pour les rassurer, c'est une épreuve qui est faite pour eux. Tout simplement parce que on sait très bien que les ECT ont un parcours différent au lycée, avec un apport en culture générale qui est en termes de volume horaire moins important, parce qu'ils ont plein d'autres choses à expérimenter par ailleurs, qui correspond en plus en général à leur façon, d'apprendre, une façon plus expérimentale d'apprendre. Je ne remets absolument pas en cause évidemment leur capacité à abstraire, mais en général, en ECT, ce sont des modes d'apprentissage qui sont différents. Moi, je le vois très bien autour de moi, je connais plusieurs personnes qui sont passées par des ECT, et je vois bien que le rapport à l'abstraction ne se fait pas immédiatement, quand d'autres, qui sont passés par des voies générales, ont un rapport plus immédiat, encore que ce ne soit pas toujours le cas. Bon, passons. Mais, donc, c'est quelque chose qui est fait pour eux, parce que les chiffres le montraient, malheureusement. Dans les dissertations, les étudiants qui étaient le plus, entre guillemets, notés bas, c'était des ECT. Et d'une certaine manière, je comprends la logique, qui pose d'autres questions, mais je comprends parfaitement la logique à laquelle j'adhère, qui consistait à dire que les ECT n'avaient pas nécessairement à faire les frais, à servir de faire valoir aux ECG, ECS et ECE jusqu'alors, en collectant les notes les plus basses pour valoriser les autres. Donc ça, c'était un peu dommage, et donc cette épreuve, elle est faite pour eux. Alors, très honnêtement, Audencia m'a chargé de concevoir l'épreuve, et j'en suis très très honoré, mais je vais expliquer pour tout le monde et pour rassurer tout le monde ma démarche. Ma démarche a été de m'adresser, parce que moi je suis prof en ECG, a été de m'adresser à plusieurs collègues qui ont répondu présent, et je les en remercie très sincèrement ici, pour essayer de comprendre comment les ECT fonctionnaient, et ce sur quoi il fallait orienter, non pas tant le sujet, parce que le sujet sera ambitieux, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de sujet ambitieux, mais un mode d'évaluation qui favorise le profil des ECT. Donc tout cela est en cours d'élaboration. Je suis en train de synthétiser les propositions qui m'ont été faites, les retours d'expérience, et que les ECT se rassurent véritablement. Ce sujet, il sera conçu pour eux, il sera exigeant. Ça, c'est absolument évident. Et parmi les exigences requises, il y aura les connaissances. C'est-à-dire, une dissertation, ce n'est pas qu'une espèce de discussion de comptoir dans laquelle on apprend des choses. Hein. Il y a de la philosophie de comptoir qui peut être faite. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on n'est plus au comptoir, mais qu'on est pendant 4 heures devant une copie, on fait quoi de ce que disent les gens, et comment est-ce qu'on peut l'enrichir à la confrontation avec des auteurs? Donc oui, il faudra s'être confronté aux auteurs, il faudra des références, absolument. Il n'y aura sans doute pas les mêmes attentes que pour les ECG, ça va de soi. Pour autant, on ne pourra pas faire abstraction de cela. Donc, je les rassure, mais je donne également une piste. C'est-à-dire que cette dissertation sera une véritable dissertation. C'est ainsi qu'Audencia l'a voulu, et c'est ainsi que les écoles qui ont pris cette dissertation dans leur panier d'épreuves l'ont également compris. C'est une épreuve qui sera toujours exigeante, mais qui, en termes d'évaluation, s'adaptera au profil des ECT.
Mais rien de plus, rien de moins. Ok, donc pour eux aussi, on apprend toujours à être intelligent et on montre qu'on est cultivé grâce à des auteurs dont on ne fait pas abstraction. Absolument. Donc une bonne dissertation à venir pour tous les ECT. Ouais. En tout cas, je te remercie pour cette première vidéo. J'étais ravi de te revoir et on se retrouve très prochainement pour la deuxième vidéo qui sera sur la thématique du monde comme représentation. Avec le plaisir. monde et ma représentation. Bonne journée Frédéric. Merci, au revoir.